Mm. Encore une fois, je vous dis bonjour. Je m'appelle Joseph Tuyishimere. Je suis basé à Kigali, au Rwanda. Je suis chargé d'engagement des utilisateurs au sein du programme iOS Africa. Et cette présentation a été préparée conjointement avec Dr. Kenneth Mbeya, qui est chargé de l'enforcement des capacités, et bien sûr en consultation et avec le prof euh, Uwe Draogo, qui a d'ailleurs motivé cette session et bien sûr toute l'université. Et c'est une présentation qui va prendre après ce moment 1 heure, qui va montrer comment le plateforme d'Africa peut nous aider à suivre différents phénomènes sur le continent et comment elles peuvent nous servir académiquement et bien sûr comment elles peuvent être une opportunité d'apprentissage, surtout pour changer les interfaces classiques euh, vers les technologies émergentes visant à l'application de l'apprentissage automatique et bien sûr à travers le principe du cloud computing. Voilà, je vais couper mon micro pour juste des net avant de commencer la session. Bien sûr, pour vous, il y en a qui entendent pour la première fois du South Africa. Alors, nous sommes un programme qui est né il y a à peu près 6 ans. Né de l'agence spatiale australienne qui avait l'idée d'avoir Digital Earth Australia. L'idée en est que on a beaucoup de données d'observation de la Terre qui sont gratuitement accessibles, mais encore une fois, les gens ont tendance à investir trop de moyens pour acquérir des images haute résolution. C'est pourquoi on s'est dit comment mettre sur place une interface qui peut nous permettre de capitaliser les données d'observation de la Terre gratuitement accessibles et bien sûr renforcer les capacités des gens, que ce soit les gouvernements, les universités, les sociétés privées et les ONG, et pour qu'ils puissent exploiter ces données pour informer des actions visant à, à l'atténuation des changements climatiques, mais aussi à garantir une meilleure sécurité alimentaire à la population du continent africain qui s'accroît jour et nuit. C'est pourquoi nous avons amené ce programme en Afrique. Nos données sont hébergées en Afrique du Sud sur le serveur AWS au Cap et à travers Proche Open Data Cube, vous pouvez lancer l'analyse uniquement pour votre domaine d'études. Vous pouvez travailler sur le cloud. Imaginez euh, avoir un espace gratuit sur le cloud parce que je sais que la plupart en Afrique, on a toujours souci à d'équipements informatiques. Et nos données couvrent tout le continent. Nous nous alignons aux objectifs de développement durable et tout ce que nous faisons, ça commence par l'identification des besoins. Nous assurons avec les utilisateurs, nous identifions les besoins et la qualité des données ou services dont on a besoin seront les applications. Et nous consultons non seulement les utilisateurs, mais aussi les experts dans le domaine pour diversifier les idées et essayer de développer un programme ou bien un outil ou bien un service qui va euh, servir plusieurs organisations à la fois, mais aussi qui s'alignent avec les réalités actuelles, mais aussi qui pourront peut-être répondre aux attentes dans le futur. Nous avons un programme robuste de renforcement des capacités. Ici, la bonne nouvelle que nous prêchons, c'est que euh, nous pouvons changer des logiciels classiques et utiliser les approches modernes basées sur la commande. Et là, vous comprenez
le problème, vous connaissez les données d'entrée, vous connaissez les process, quoi, comment dirais-je, vous connaissez voilà, les étapes par étapes et les données de sortie. Vous avez tout le contrôle et vous pouvez dupliquer ou modifier le code chaque fois que vous le voulez, ou bien vous pouvez même changer avec votre collègue immédiatement et même publier vos codes en ligne. Nous développons donc des applications et enfin, nous quand les utilisateurs expriment euh, un ajustement de service au produit, nous tournons notre travail sur le produit. On a pas mal d'outils déjà développés qui sont gratuitement accessibles. Vous pouvez les utiliser soit en spécifiant en zone d'étude et pas de temps, soit en laissant de temps, c'est votre capacité euh, aux familiarités avec Code et Python. Euh, ici, un instant, ici, on a plusieurs approches qui peuvent nous aider à avoir plus de produits et services. Par exemple, c'est que en collaborant avec différents partenaires sur le continent, nous avons pu développer différents services de produits, surtout les géomades, qui sont euh, les mosaïques. Excusez, je vais partager l'écran le plus vite possible. Excusez-moi, je vois que mon écran ne va pas assez rapidement comme je voulais. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser un peu. J'essaie de connecter à mon écran. Excusez-moi un peu. Excusez-moi un peu. Excusez-moi un peu. Excusez-moi un peu pour une fois. Ok, merci beaucoup. En fait, je vous disais que nous sommes basés, nous sommes basés sur les consultations avec les partenaires sur le continent pour le développement et adaptation des services et produits. Et, et nous avons une infrastructure de données à l'échelle continentale que nous recevons des données à partir des agences spatiales, que ce soit l'Agence spatiale européenne, que ce soit l'Agence spatiale des États-Unis. Nous les traitons et les hébergeons sur notre serveur AWS dans un format prêt pour analyse. Et vous pouvez utiliser différentes interfaces. Explorer, c'est très facile à manier. C'est juste pour l'écriture de changement, ou peut-être des liens que je vais vous montrer. La sandbox que je vous conseille, c'est basé sur Coda et Python. Vous pouvez lancer les analyses, exporter les cartes, les graphiques, les tableaux ou bien même des données brutes. Et enfin, on a la plateforme de d'apprentissage en ligne où vous avez des cours gratuitement accessibles que vous pouvez euh, euh, exploiter en cas de besoin. L'idée en est que toujours on part de données, mais aussi il faudra avoir des données qui peuvent informer différentes décisions. Alors, par exemple, ici, on a les géomades, qui sont des mosaïques sans nuages qui couvrent tout le continent. Si vous avez fait le cours
d'analyse spatiale ou bien de détection. Euh, vous savez combien ça coûte identifier une image sans nuage, ou bien le traitement des images, masquage des nuages, correction radiométrique et géométrique. Ça prend énormément de temps. C'est pourquoi on a produit des mosaïques qui couvrent tout le continent, l'arrivée d'images sentinelles et Landsat. Vous n'avez qu'à passer à vos analyses et tout est gratuitement accessible. Vous pouvez les télécharger ou bien même faire vos analyses, disons vos travaux de fin d'études ou bien vos travaux de classe immédiatement en ligne et changer la façon d'utiliser les softwares ou les logiciels qui sont des boîtes noires, si je pourrais dire. Alors, on a la carte d'étendue d'écriture pour le suivi de temps d'écriture sur le continent africain. On a des observations de l'eau depuis l'espace pour le suivi à long terme des plans d'eau continentale. On a le service de surveillance littorale qui nous permet d'identifier les points chauds des réseaux côtières et les effets sur les infrastructures, que ce soit euh, euh, au niveau du littoral, que ce soit les hôtels ou bien les routes ou bien les ports, mais aussi sur les écosystèmes littoraux comme les végétations mangroves. On a aussi le même service, WOFS, au suivi des opérations de l'espace, a été converti en format vecteur, comme ça pouvait passer aux analyses sans difficulté. Alors, je vous parlerai de différentes interfaces. Je vais vous montrer comment chaque interface fonctionne. Mais si je veux commencer par les cartes de Diafrica, que nous appellerons Maps, euh, si vous allez à, dans le browser et que vous écrivez, euh, et que vous écrivez maps, oui, maps, point, euh, map.f.africa, je partage le lien dans le chat, comme ça on peut aller ensemble. Nous aurons une interface pareille qui, par défaut, va apparaître en anglais, mais vous pouvez changer les paramètres ici. Ici, on a la langue. Vous pouvez changer en français ou en anglais. Et cette carte, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez changer l'arrière-plan de la carte. J'ai choisi une carte raster avec des limites et nom de pays. Vous pouvez choisir la carte que vous voulez. On peut explorer les données de DAfrica, les données qu'on a. Par exemple, et on peut prendre l'exemple des, on a des données groupées en deux catégories. Les services continentaux de l'État africain sont des données qui ont été développées par notre équipe scientifique, mais aussi on a des données externes que nous avons reçues de nos partenaires et ont été indexées sur nos plateformes. Ici, parmi les données d'Africa, on a les données qui nous permettent de suivre les traits de côte, qu'on appelle le service de coastline. On a les données qui nous permettent de suivre l'eau de surface en format vecteur, le service Water Bodies. On a les données qui nous aident à suivre les zones cultivées, ce qu'on appelle la carte de marquage de culture. On a les géomédians que je vous parlais, qui ont dérivé des images Sentinelle-2 et Landsat de 5 jusqu'à 9. Et on a les données d'utilisation de eaux de surface en format raster. Ici, on a aussi des données de suivi de végétation qui le suivent de nos partenaires. Ici, par exemple, si on va charger les données de l'utilisation de eaux près de l'espace, les humains annuels, alors, comme on travaille au Burkina Faso, on va zoomer sur, j'ai pas bien vérifié votre région. Ici, l'affichage peut prendre, peut être lent
Ça va dépendre de la connexion Internet. De toute façon, si on ne va pas aller rapidement, on va changer. Parce que, par exemple, certains plans donc, qui devraient s'afficher et on pourrait faire différentes décisions de changement. Mais comme ça ne va pas assez rapidement, dit à la connexion Internet, je vais le tourner euh, sur notre présentation. Ça, c'était la carte. Et puis, je vais insister sur la sandbox qui est basée sur le code Python. Et ça, c'est des phases très robustes qui, d'ailleurs, je juge académiquement efficace comparativement à la première. Je vais aussi montrer. Vous pouvez aussi télécharger les données et travailler avec le logiciel ici, comme QGIS et QGIS. Et le plus important est que on a mis sur place une plateforme de pensage en ligne. Euh, si je tourne, je vois que ça n'a pas été assez rapide. C'est c'est le souci d'Internet. Pourquoi le pendant que n'a pas été bien affiché à temps. On attend toujours. Je vais le tourner après. Alors, quant à la sandbox dont je vous parlais, c'est gratuit. C'est une interface assez robuste. Ce que vous avez, c'est à créer uniquement un compte. Quand je vous ai envoyé le questionnaire, je vous avais dit que il faudra essayer d'explorer différents outils. La sandbox y inclut. Ici, sur le formulaire, j'avais dit qu'il faudra à, créer un compte, pardon. Il faudra créer un compte sandbox, pardon, c'est pas vrai. Alors, il faudra écrire sandbox. Pour moi, c'est déjà écrit. Je suis déjà là. Je partage le lien dans le chat. Alors, vous cliquez sur le lien que je vous ai partagé et que on pourra aller ensemble. J'ouvre l'autre browser. Ici, pardon. Ici, c'est que quand vous cliquez sur le lien que je viens de vous partager, vous euh, vous aurez accès à la page pareille et que quand vous avez un compte, vous allez cliquer vous loguer, mais quand vous n'avez pas de compte, vous allez cliquer sur Sign Up. Parce qu'on va ensemble. Si vous cliquez sur Synapse, ce qu'on va donner, c'est que ici, on va vous demander de mettre votre nom, votre prénom, votre nom. Vous allez sélectionner votre genre. Vous pouvez me dire, je ne vais pas dire, catégorie d'âge. On s'est dit, il faudra toujours, pour souci de protection de données, on s'était dit qu'il faudra toujours laisser les gens dire s'ils veulent. Au lieu de dire, vous dites catégorie d'âge. Euh, alors, vous allez saisir votre email, votre téléphone avec le code du pays, choisir le mot de passe qui vous semble facile à mémoriser, confirmer votre mot de passe, à partager le nom de votre organisation, si votre organisation type, qu'elle soit académique, gouvernement, ONG ou autre, ou les thématiques d'intérêt. Et vous allez choisir. Si vous voulez travailler sur le Burkina Faso au niveau du continent, ce sera à vous de choisir. Le temps requis, choisissez plus d'une année, parce que je pense que vous aurez utilisé la sandbox au cours du temps. Après, après avoir travaillé sur toutes ces apps, ici, on est là
D'abord, vous allez sur Synapse, comme je vous montrais. Je vais essayer en même temps que moi-même. Ce sera, ne vous gênez pas. Alors, ici, vous allez sur Synapse. Je vais de montrer. Vous allez choisir euh, prénom et nom, genre, catégorie d'âge, email, le mot de passe qui est très facile à mémoriser. Comme vous voyez ici, à droite, il y a une démonstration. Euh, Organisation, là où vous allez travailler, encore une fois, thématique, il y a toujours là où vous pouvez choisir chaque point. Et enfin, vous pouvez, vous allez recevoir un code d'activation par email et après avoir activé le code, votre compte par ce code, vous allez retourner à la sandbox, vous connecter et enfin, l'autre code euh, de connexion vous sera immédiatement envoyé. Moi, je vous demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu créer la sandbox? Veuillez peut-être taper dans le chat s'il y a quelqu'un du moins qui a pu utiliser la sandbox. Ça va être très important parce que ça va guider le rythme de mon exposé. Personne. Professeur, je pense pas. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont créé. Qui a créé? Je suis en train de Moi, créer en moi, fait. Je moi, j'ai suis pu un peu créer. plus lente. Voilà, il y a une collègue qui est en train de créer. Il y a un monsieur et monsieur Oser, Arcel Gomet, qui est en train de créer. Je pense qu'il a créé aussi. oser Il Oui, je a suis en été train de, de créer aussi. il est en train de créer. Voilà, ceux qui sont disponibles peuvent créer. Parce que moi, actuellement, je suis sur le terrain. Je fais un TP, mais j'essaie de suivre en fait. Donc, je n'ai pas mon ordinateur à côté. pas de souci. Je vais même vous partager la présentation. Comme ça, vous allez pouvoir aller à étape par étape. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci bien. C'est moi qui vous remercie. Merci Voilà, ceux qui beaucoup. ont des ordinateurs peuvent essayer de suivre en même temps. C'est un TP pratique en fait. Voilà, que le professeur digital est en train de nous montrer. Donc, ceux qui peuvent en même temps suivre en fait les cas pratiques avec leurs ordinateurs. Voilà, merci. Je vous en prie, prof. En fait, ce qui vont, il faut toujours essayer en même temps que je suis en ligne. Et, et après, on pourra prendre quelques minutes d'échange. En tout cas, une fois que vous avez reçu votre code, vous pouvez le tourner et vous loguer. Maintenant, Digital Africa a différents euh, euh, environnements. Ici, je vous en présente deux. On a l'environnement par défaut qui est Décor 18 Go de mémoire et on a l'autre environnement un peu large qui est le double du premier, 4 corps, 32 Go de mémoire et on vous conseille de choisir le premier environnement par défaut, mais si vous avez beaucoup de choses à faire, vous allez choisir le deuxième environnement qui est d'ailleurs plus rapide. Alors, pour nous, quand nous travaillons à grande échelle, nous avons d'autres environnements, mais qui sont payants. C'est pourquoi nous utilisons toujours des environnements euh, par défaut qui sont subventionnés par AWS, Amazon Web Services. Alors, à partir de Diafrica, nous pouvons suivre la santé des cultures afin de former la sécurité alimentaire. On a des outils déjà à pré-développer et on a des outils qui nous permettent de suivre la santé des cultures et d'autres. Mais avant d'y aller, je retourne encore sur la sandbox pour vous montrer comment l'interface est simple. Après avoir créé le compte sandbox et que vous entrez dans la sandbox, vous aurez euh, la page d'accueil
avec les informations. Ah, et là, ici, on a cette page d'accueil qui vous montre comment, encore une fois, on a plusieurs outils à utiliser. On a de, la barre de menu qui vous permet de copier, dupliquer et faire d'autres. On a aussi, vous pouvez aller à travers, on a pas mal d'outils, mais vous pouvez aussi changer de langue. Maintenant, euh, vous voyez que c'est en anglais chez moi. Ce qu'on peut faire, on peut aller sur langue, on peut changer en français. On va dire change in the road. Ça va prendre un peu de temps, mais je change l'interface en français. Comme ça, quand bien même je change l'interface en français, et les notebooks restent toujours en anglais parce que ça demande une traduction assez robuste. On va rester là à travailler côté par côté. Encore une fois, Z Africa a essayé de grouper les notebooks de trois façons. La première façon, c'est de les grouper. Merci Georges, tu as réussi à créer. Merci. Merci beaucoup. Amadou Diallo, merci. Traoré et d'autres. Merci. Ça Mhm. me montre que du moins, je prêchais dans une belle église, quoi. Merci. Ariel, faut plus faire ça. Merci. Tu as compris? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est groupé d'abord, c'est tout par utilisateur. C'était l'étape initiale. Là, on a le code pour les débutants. Là, on a des principes de base, des concepts de base pour l'utilisation du code Python en général, pour formaliser le code Python. On a l'autre donnée on a ce type de demande de données, type de données que nous avons dans notre base de données en général. Nous avons les codes fréquemment utilisés. Ce sont des codes, comment calculer les indices, comment faire des contours, comment animer des séries temporelles, comment intégrer des données de différentes sources, comment convertir du format raster en format vecteur et vice-versa. On a des exemples de la vie courante qui sont des notes pour les développer, qui nous montrent comment travailler ou jouer avec différents phénomènes suivis de conflits d'eau, érosion côtière dont on parlait, la salle d'écriture, urbanisation et ainsi de suite. On a aussi euh, les outils que nous utilisons pour différentes euh, analyses. On a les données supplémentaires, ces données que nous avons reçues de nos partenaires ou bien que tu créées par les Africains nous-mêmes, mais qui pourront servir de données d'entrée dans différentes analyses. Et nous avons des cas d'application qui ce sont des gens qui ont utilisé nos plateformes, ont réussi, ont eu de bons résultats et ont dit pourquoi on peut partager ce code et pour que ça puisse ou bien être dupliqué par notre personne dans d'autres régions ou bien être amélioré par chaque personne. Alors, s'ils demandent de différentes organisations, on s'est dit, on peut grouper nos données et services, nos outils, par les objectifs de développement durable. C'est pourquoi nous avons groupé pour chaque indicateur ODD, on a vu, par exemple, l'indicateur 2.4, 2.4.1, proportion des zones cultivées à, par rapport aux autres zones. Ici, on a des outils, comprendre la végétation, les de surface, le temps de culture, et ainsi de suite, qui nous permet de contribuer à cet indicateur. Chaque indicateur a été, bien sûr, pour ce qui est faisable, quantifiable, utilisant les autres, et on a pu grouper, mais aussi, ici, je vous conseille de consulter spécialement le groupement par thématique.
Ici, c'est là où on dit agriculture et végétation. Quelles sont les thématiques qui nous permettent de suivre agriculture et végétation? Et en général, on a différents notebooks qui ont été développés euh, pour, euh, pour cette raison. C'est pourquoi on a cartographie de terrain d'écriture, suivre la santé d'écriture, euh, prévision de conditions de végétation, à suivi des forêts et ainsi de suite. Suivi des régions côtières, on a la cartographie d'occupation des terres, on a les notes tout à fait techniques, basées sur le machine learning, climatologie, les données déjà pré-traitées, les eaux de surface, ainsi de suite. Chaque fois que vous allez utiliser la sandbox et que vous avez la thématique dans votre tête, d'abord, on vous avait dit, choisissez les thématiques durant l'inscription à la sandbox et essayez de voir si vos besoins sont conformes au groupement ou de la classification que nous avons faite. Alors, ici, je vais ouvrir un notebook pour vous montrer comment ça se semble. Disons ici qu'on travaille en agriculture, par exemple. Ici, ce qu'on peut faire, c'est que, juste un simple clic, ici, nous avons un notebook qui dit Crop Health, euh, qui va utiliser les données qu'on appelle Crop Mask. Ici, ça va nous aider. Euh, Ça, c'est le Crop Extent. Alors, je vais choisir l'autre euh, qui est facile à manier. Disons Crop Health. Ici, ça va utiliser, ça mesure la santé d'écriture, ça va utiliser les produits donnés à Sentinel-2. Ici, c'est un outil qui nous permet de détecter les maladies d'écriture, mais aussi de voir si les pratiques agricoles ont été respectées. Et enfin, on va utiliser les images, on va utiliser l'indice de végétation manifeste numérisé pour voir la santé d'écriture d'une région donnée. Ici, on va créer des séries temporelles des polygones et ainsi on va comparer chaque polygone et chaque, on va travailler à travers euh, notre, notre cube de données et j'ai le paquet service que vous allez utiliser. On va définir les paramètres. Toujours quand on fait une analyse spatiale, on doit connaître notre zone d'étude qui est définie de façon ou bien vous utilisez longitude, latitude et zone de tampon, ou bien vous allez utiliser un polygone qui va vous montrer les limites de votre zone d'étude. Ici, on avait choisi d'utiliser latitude, longitude, zone de tampon et enfin, on avait utilisé euh, la date du 1er août 2020. Et enfin, on pourra lancer notre application. Encore une fois, si on va sur notre carte, est-ce que quelqu'un pourrait me proposer une zone cultivée de Burkina Faso? Quelqu'un aurait une idée pour que vous puissiez travailler chez vous? Par exemple, en Chalija, est-ce qu'il y a de culture? Je dirais à Kabore, il est. Proposez-nous une Pouvez- culture. Pouvez-vous écrire dans le chat? Monsieur Kabore, Oui, docteur Kabore, on peut, docteur Kabore, on peut prendre le docteur riz. Kabore. Voilà, proposez-nous une culture, merci bien. Non, non, je dis les gens cultivés, pas une culture. Les, les zones cultivées, vous prenez bon, je laisse là. Docteur Kabore, proposez une zone cultivée. Ou bien culture irriguée, par exemple. Ben, on prend la région de l'Est où se trouve notre université. Alors,
Ici, à l'est, Haute, ici, je vois Haut-Bassin. Et, ouais, je pense Ça, que ça, prenez c'est au moins loin de ça, professeur. le- Plutôt à faut, droite faut, de la carte. faut prendre. Plutôt à droite de la carte, professeur. Voilà. Ici, Voilà. ici, je dois cultiver. Culture irriguée, je vois un lac. Ici, c'est cultivé. Oui, oui, en principe. Oh, ok, je vois que c'est cultivé, oui, oui. Alors ici, nous pouvons prendre des coordonnées jaunes juste sur simple clic. On peut copier ces coordonnées et utiliser ces coordonnées. euh, je vais dupliquer notre notebook pour que je ne puisse pas. euh, ok, je vais utiliser le notebook dupliqué. Ici, ici, ce qu'on va faire pour nos coordonnées, on va utiliser les coordonnées que nous avons déjà copiées. On va utiliser à changer latitude. On va aussi changer longitude. On peut rester avec les mêmes zones de tampon parce que ça. Et puis, on va lancer notre analyse. On va lancer. Ça peut aller rapidement ou lentement sur la connexion Internet. Voilà, on est en train de charger les données centenaire 2 pour notre zone de titre. Ça peut aller lentement ou rapidement. Ça dépendra de la rapidité de connexion Internet. Parce que ici, l'idée en est que on est en train de charger les images centenaires disponibles, mais on va choisir, et on a trouvé les images, 163 images. On est en train de choisir les images qui sont moins nuageuses, qui ont moins de 50% de couverture nuageuse et qui, ces images vont faire partie de nos analyses. Ça peut aller rapidement ou pas, parce que c'est basé sur le cloud. De temps en temps, si Internet n'est pas assez rapide, ça pourra affecter nos analyses. Mais comme j'ai déjà préparé les présentations, on a pas mal d'outils. On peut comprendre la santé des cultures. On peut cartographier les temps de culture. On peut suivre la- l'état ou des cultures, de végétation cultivée à mois par mois, année par année, voir si anomalie ou pas. On peut aussi comprendre la phénologie des cultures. Tout a été bien décrit, les étapes sont bien documentées. On a des données, le fichier dans la sandbox où vous pouvez trouver ces données ou ce notebook. On a les données d'entrée qu'on a utilisées et on voit aucun indicateur ODD et chaque approche a contribué. Alors, nos données sont chargées, comme je vous disais avant. Alors, on aura une qualité tout à fait interactive, comme vous voyez, au sein de notre case. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut générer des polygones qu'on peut comparer, voir si les signatures spectrales, voilà, ce sera à vous d'interpréter parce que je n'ai pas été là-bas. Parce que l'idée en est que si on a les mêmes pratiques agricoles et que on a utilisé les mêmes intrants agricoles, c'est-à-dire que les signatures spectrales de la végétation doivent être les mêmes. Vous voyez que pour notre région, c'est tout à fait homogène. C'est-à-dire que même si je n'ai pas été là, je veux dire que ici on a une monoculture et c'est que on a toujours respecté les mêmes pratiques agricoles. Alors, si par exemple, ce n'était pas le cas, il fallait retourner sur le terrain, discuter avec les agronomes et voir si ce n'est pas la même chose, si on a les mêmes
saison, même intrants agricoles, même qualité de sol, pourquoi les signatures spectrales ou bien les fréquences ou bien le contenu en chlorophylle diffère? Alors, c'est là où on va aller sur le terrain pour valider ce qu'on a trouvé. On peut faire pas mal de choses. Ça, c'est ce que je viens de vous montrer. euh, Comment on peut combiner ces types spectrales. On peut comprendre la phénologie des plantes, comparer année par année euh, au commencement, c'est-à-dire à la plantation, quand les plantes atteignent le pic en individu, c'est-à-dire en pleine croissance, ou bien à la fin de la saison vers la moisson. Ici, on va voir s'il y a, vous voyez ici, avant, on avait planté début avril. Ici, on a planté vers mi-avril. Qu'est-ce qu'il y a? Ou bien il y a des pluies erratiques, ou bien il y a une rotation des plantes. Mais en général, on voit le pic, c'est tout à fait la même chose que à la fin de la saison. On peut utiliser les capteurs optiques, mais qui sont toujours impactés par le nuage, c'est tout pour les régions tropicales. Mais aussi, on peut utiliser des capteurs radar. Surtout, nous avons Sentinel-1 fourni par l'Agence spatiale européenne. On va utiliser l'indice radar, l'indice de végétation radar, la Vegetation Index. Et ici, on peut comparer année par année. En fait, on a même chose, mais le plus important est que les données radar sont plus appropriées pour des zones plus nuageuses, surtout de l'Afrique équatoriale et tropicale. On peut aussi produire un modèle euh, de prévision de la végétation. Euh, Par exemple, ce modèle est assez robuste parce que ça peut même inclure des variables exogènes. On peut entraîner notre modèle et valider et voir comment ça peut nous aider à prédire euh, euh, la, la santé ou bien l'état de la végétation en général. L'autre chose est que nous pouvons faire des combinaisons des données, des cartes avec les données sur la pluviosité et voir si la verdure de la végétation va de pair avec, avec la pluviosité et les anomalies de pluviosité, ou bien si, ouais, qu'en général, les mois avec les anomalies sont toujours dangereuses pour la végétation. Ça, c'était le cas du Madagascar, de la Madagascar, si je pourrais dire. Mais aussi, on a le suivi de sous-anneaux et d'inondations, où on peut cartographier des zones humides. On peut aussi comprendre la dynamique des eaux à long terme en utilisant les données d'observation des eaux à partir de l'espace, données WOFS, ou bien les images Sentinel-2. Et les étapes sont bien documentées et on a des notebooks dans notre sandbox. Euh, on peut aussi suivre la qualité des eaux, surtout la chlorophylle en eau, ou bien les matières d'expansion, ou bien la turbidité des eaux. Et dès ce que je viens de présenter dans notre session live qui se tient hebdomadairement euh, en français et en anglais. Ça, c'est l'exemple. On peut comparer l'étendue de l'eau des lacs. Ça, c'était Orobost. Euh, et voilà, alors, ce que du voilà comment s'est comporté. Le lac a diminué. Si on compare à 84 à 2022, on peut faire des animations qui montrent comment l'étendue des eaux a évolué au cours des années. Vous voyez que le lac Balingo commence à évoluer en petits indices d'eau, pas de différence normalisée. Et bien sûr, ça peut aussi montrer des effets des changements climatiques ou bien servir de support dans des négociations sur les changements climatiques. Ça, c'est Carola Bassa en Mozambique. On voit comment aussi, entre 2016 et 2021, l'eau s'est expandue
causant des inondations, surtout dans la région. Ici, ce barrage sauf en Afrique du Sud qui sert de centrale hydroélectrique. Vous voyez, 2017, ça a diminué. Ça a été sur diminution du courant électrique dans la région. Mais la bonne nouvelle en est que maintenant, ça commence à se restaurer. C'était en 2021 et le bilan était toujours positif jusqu'à nos jours. Ici, on peut aussi utiliser nos données de water bodies pour identifier la dynamique des eaux au cours des années. Juste sur un simple clic, à travers les cas de Africa, vous pouvez comprendre s'il y a eu la dynamique, où on a les pics, où on a le plus bas niveau des eaux, et afin de former différentes interventions. Ici, je me souviens de l'ODIC, l'élève Fautier, de l'Université Joseph Tizelbo, qui avait travaillé sur le suivi de la dynamique des eaux dans le lac Compiègne, barrage Compiègne, Burkina Faso. On a pu collaborer pour avoir cette série temporelle qui montre la dynamique de ces eaux de ce lac. Et on a produit une carte de détection de changement qui compare l'année 2017 et 2023, au mois de mai. Et vous voyez que no water to water, on a eu à peu près 76 km² de, zones inondées autour du lac. Alors, le plus bas niveau, c'est en juin, alors qu'il dit que le plus haut niveau, c'est au mois de septembre. Mais cependant, fait exception en mai 2023, où la baisse attendue ne se produit pas et le niveau de barrage n'était pas son niveau le plus bas en juin. Voilà. Bien sûr, il dit qu'une évaluation plus approfondie de l'évolution de l'étendue de l'eau par zone pour le barrage hydroélectrique de Compiègne montre qu'une zone de 102,59 km² de surface d'eau permanente, mais on a 75,85 km de zones inondées. Et voilà, c'était une situation alarmante pour les écosystèmes et les infrastructures limitrophes, mais ça peut aussi être une bonne nouvelle pour le central hydroélectrique. Si cela est dû à la pluviosité, mais ce n'est pas la pluviosité, aussi ça peut être un bilan tout à fait négatif. Ici, à travers Diafrica, on peut aussi quantifier le volume d'eau en suivant cette méthodologie. C'est la prédiction des eaux de barrage. On va utiliser des données, secondaires, je peux dire. On va utiliser l'observation de la Terre. Les données secondaires, on décide de DOAS. Les données OT sont de Diafrica. Les données secondaires consistent du volume et de la surface d'eau. On avait observé en utilisant Diafrica. On avait processé données et commencé par notre modèle. Et par après, on a pu comparer le modèle d'apprentissage automatique pour voir l'étendue des eaux. Par exemple, ici, n'est que il faudrait inspecter l'étendue du lac, mais aussi dans notre base de données, chaque lac, chaque plan d'eau, chaque plan de barrage ou quoi, a un identifiant unique qu'on va utiliser dans notre analyse. Et par après, on va suivre la dynamique des eaux en utilisant surtout les zones humides. Et enfin, on va voir la moyenne en général. Vous voyez que notre plan d'eau est tout à fait dynamique.
Et enfin, on va essayer de voir les modèles, quoi, l'évaluation du modèle. Et enfin, vous voyez que le volume est prédit et le volume vous élevé sont plus ou moins les mêmes quand on fait un litre. Et ici, on a utilisé les indicateurs d'évaluation des modèles en utilisant l'erreur moyenne quadratique et bien le score R. Voilà que ça a été plus ou moins tolérable. On peut aussi suivre la dynamique des eaux et les effets sur les activités de développement comme agriculture et aussi agglomération ou bien les zones urbaines comme dans la région de Lokoja au Nigeria où on a pu combiner les données d'observation d'occupation de terre et les modèles d'évasion de terrain pour informer euh, si la rivière est inondée, les zones qui sont affectées, les zones qui sont à haut risque, les zones qui sont à risque moyen et les zones qui sont non affectées. Et bien sûr, le gouvernement doit toujours faire en sorte que les projets se concentrent dans des zones sans risque ou bien à moyen risque et cela pourrait être une opportunité. Ah, mais l'eau aussi, c'est une ressource très importante. C'est pourquoi, en collaboration avec IMI, l'Institut international de gestion des eaux, basé en Éthiopie, on a pu développer un module qui intègre les données euh, de cartographie des eaux et utilisation surtout dans les zones irriguées. Et ici, on a développé un module qui est tout à fait accessible en ligne. Je vous conseille de jeter un coup d'œil. Ça, c'est ce module. Euh, Toi, je me déconnecte. Ce module, il met ça en introduction des produits de données de l'eau d'IMI à travers d'Africa. Veuillez jeter un coup d'œil sur ce module et si jamais vous avez assez de temps, ça pourrait aussi améliorer vos connaissances sur le suivi des eaux en utilisant nos plateformes. Avec ESRI, ce géoportail africain aussi, on peut avoir accès à nos données et services et on a travaillé ensemble pour développer des tutoriels, comment utiliser ce géoportail africain pour le suivi des inondations en utilisant surtout les données de l'État africain. Vous avez aussi jeté un coup d'œil. À travers d'Africa, je sais qu'il y a une institution académique, il y en a qui travaillent sur l'urbanisation. On peut détecter des changements dans les zones urbaines et on peut comparer l'indice d'urbanisation. Et comme ça, c'est le cas de Nduk en Namibie, la fois passée, on avait collaboré avec le Diglele pour suivre et, la balai, la Bali, tous les, pour suivre les mecs de Ouagadougou aussi. Vous voyez que, par exemple, Windhoek, Namibie, c'est accru de 61 km² vers 78, soit une croissance d'à peu près 17 km² sur une période de 4 ans. Imaginez alors si le rythme continue ainsi et comment ça va s'étendre au détriment aussi d'autres activités de développement ou bien de conservation de la diversité et de l'environnement. Ici, comme vous voyez, c'est le cas euh, du Kenya. Kenya aussi a une croissance d'à peu près 20 km² sur une période de 4 ans. Aussi, surtout, ça c'est, comme vous voyez, l'expansion se fait surtout vers les périphéries. Et aussi, on peut voir là où il y a une urbanisation ou bien dans des zones converties. Sénégal, actuellement, Demoniado, là, avec, parce que les gens veulent aller euh, vivre le style de la ville, parce qu'on a créé notre ville de Moniado, qui est tout à fait une ville située entre Dakar et l'aéroport. Là, on est en train de mettre beaucoup d'infrastructures, d'activités de développement
une belle gymnase, stade, et ainsi de suite. Voilà que la ville a connu une croissance tout à fait galopante à cette période de 7 ans, c'est-à-dire à peu près 9 à, à 17 kilomètres carrés. Et voilà, cette nouvelle ville qui va expandre le plus rapidement possible. Mais aussi, on peut comparer différents indices d'urbanisation pour essayer de comprendre la dynamique urbaine partie sur le continent. Mais aussi, en combinant les données d'observation de la Terre, de différentes bases de données, on peut voir ces données les empreintes de peuplement mondial qui partent de 85 jusqu'à 2015. Ici, pour la ville de Sousse en Tunisie, on voyait comment la ville s'est écrite au cours des années et que, bien sûr, ça s'est tendu vers les périphéries. Bien sûr, la partie à droite est à l'océan, à la mer, et c'est pourquoi l'expansion s'est toujours fait vers la partie de l'ouest. Alors, le principe des cités vertes, Green Cities, est très important. C'est pourquoi aussi, en collaboration avec le CRAB du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, on a utilisé des données d'observation de la Terre pour comprendre la couverture des surfaces vertes et la couverture élaborée dans différentes villes. Ça, c'était le cas de Koumassi, voilà que le bilan est tout à fait positif. Quand on compare 2020 et 2021, on l'a appliqué partout en Afrique et on a remarqué que beaucoup de villes en Afrique ont investi énormément de ressources pour grandir un meilleur environnement à la population, mais aussi c'est une bonne façon d'attirer les touristes et d'autres investisseurs au niveau global. Mangrove, érosion côtière, je sais que Burkina Faso, pour ce qui est de mangrove aussi, ce n'est pas l'actualité en fait, mais du moins, on voit que nous pouvons suivre la dynamique de la végétation mangrove qui est une écosystème assez importante pour ce qui est de séquestration du carbone, purification des eaux, rétention des vagues de la mer vers le développement, et ainsi de suite. L'érosion côtière, est-ce qu'il y a eu recul ou accrétion des traits de côte? Quelles en sont les conséquences sur les populations et les infrastructures riveraines ou bien sur les écosystèmes côtiers? Tout peut se faire à travers la Sahara Africa et l'outil a été adopté par les pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays WACA, de l'Observatoire du littoral en général. Et si on peut quantifier s'il y a eu peu de mangroves et si on a eu peu de mangroves et s'il y a du changement ou pas, en général, on voit que il y a perte de mangroves pour notre région, du Kenya. Fois passée, on a fait pour la région de l'Afrique de l'Ouest et on voit aussi que les végétations mangroves étaient en danger. L'érosion côtière, ici, on peut voir le taux de changement de l'érosion côtière, on peut voir la dynamique de trait de côte année par année. Et c'est le cas de Mozambique, mais aussi on peut avoir on a mis sur place un tableau de bord qui nous permet d'identifier les réseaux côtiers par pays, s'il y a eu accrétion ou érosion, quel kilomètre, quelles sont les populations impactées. Et s'il simple-clic, à travers ici ce dashboard, ce tableau de bord que vous partagez dans le chat, on peut comprendre la dynamique de l'érosion côtière pays par pays. Par défaut, vous voyez que c'était la République du Congo, mais par exemple, on peut cliquer sur la Tunisie, par exemple. Voilà, ça va nous donner les statistiques pays par pays. Vous pouvez continuer à explorer ce qui se passe en matière de géo côtière pour chaque pays. On a
des applications diverses, détection des navires, classification d'occupation des terres. On a suivi des mines à ciel ouvert. On a cartographie de feux de brousse et dégradation de terre, par exemple. On a collaboré avec l'Observatoire du Sahara et du Sahel et le Centre afrigiste. On a développé un module approprié avec le Burkina Faso comme cas d'application. Et ce module est toujours accessible à travers notre plateforme d'apprentissage en ligne. Dégradation de terre, c'est où? Je ne vais pas trouver de water bodies. Question. Où sont le module, dégradation, urbanisation, critères alimentaires. Comment ça? Dégradation. OK, voilà. Dégradation du sol. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil. C'est un module assez détaillé qui utilise Burkina Faso comme cas d'application et nous remercions l'équipe OSS et CS et Afrigiste qui nous ont aidé à développer son module. Et là, on peut voir, détecter le changement, où on a les changements négatifs, où la Terre a été stable, ou bien ça a été excellent. Ça, c'est pour le Ghana. Et, et voilà, on peut aussi, ça c'était 2014-2019, c'est 2014-2019, et NDVI, ça c'est la couverture terrestre, c'est un NDV seulement, et on peut générer des animations assez robustes. On peut suivre les gisements miniers à ciel ouvert qui aident à détecter l'exploitation des mines. Ça, c'est les élèves d'Apamplama au Ghana. Là, en collaboration avec l'Agence nationale de protection de l'environnement et l'Agence nationale des statistiques, on avait vu que le paillage, connu sous le nom de l'AMSE, au Ghana, affecté cet écosystème est protégé. Et la fois passée, j'ai aussi fait des analyses. J'avais déjà remarqué que la forêt tend à disparaître parce que maintenant, c'est alarmant. La petite analyse pense à 48%. Voilà, ça peut aussi informer des pratiques de protection de l'environnement, jouer avec cartographie des feux de brousse qui nous permettent de laisser avec une carte nos zones brûlées et qui pourra nous permettre d'optimiser les interventions ou bien euh, à, voilà, la gestion euh, effective des ressources, que ce soit humaine et financière, quand il y a intervention de gestion des feux de brousse dans un pays et dans une région, ou même, pourquoi pas, au niveau régional. Euh, Ici, on a des études d'information de capacité qui se font à c'était pour IMI, c'était en Zambie, à de haut niveau, utilisation de nos plateformes en collaboration en intégrant les données d'IMI pour informer la gestion des eaux, surtout pour l'irrigation sur le continent africain. Mais le, euh, l'autre nouvelle est que toujours nous supportons les plus jeunes, surtout les étudiants. Ici, c'était euh, le challenge, Africa House of Vision Challenge, qui se tient chaque année. L'Africa joue un grand rôle. Mais on a d'autres plusieurs challenges, comme Youth Mappers. Là, c'est pour les plus jeunes. On a aussi, la fois passée, on avait une hackathon, G20 hackathon. Et aussi, les femmes dans l'industrie spatiale sur le continent africain-nigérien. Et tout ça, nous essayons de collaborer afin de motiver tous les plus jeunes, mais aussi nous collaborons avec l'université pour que les étudiants puissent intégrer ces plateformes pour bien être au courant de cette avancée technologique. Là, on nous supervisons de temps en temps les étudiants
à l'université et essayons d'utiliser ces plateformes. Moi-même, je fais partie de l'Université du Rwanda et c'est pourquoi je, je m'intéresse toujours à la collaboration ou bien au soutien des plus jeunes étudiants parce que nous devons de plus en plus vieux et vous serez là sans doute pour nous remplacer. Ça, ce sont des initiatives. Ça, c'est la collaboration Juno Hub où on a fait des présentations qui sont toujours en ligne, enregistrées et la même chose, cette session sera enregistrée et partagée avec toute l'équipe et pour que tout le monde puisse l'accéder en ligne et aussi la présentation PPT, les slides, je vais aussi vous les envoyer à travers email. Et bien sûr, je vous ai montré la plateforme d'apprentissage en ligne. Encore une fois, c'est euh, veuillez jeter un coup d'œil. On a pas mal de cours gratuitement accessibles avec le soutien technique de notre équipe, que ce soit scientifique, que ce soit développement des capacités. Vous pouvez visiter notre site web. Euh, Chaque mercredi, nous avons l'échange sur les avancées technologiques de Africa. Veuillez nous envoyer un ticket en cas de besoin sur nos partenaires. Et si jamais vous voulez nous parler, veuillez envoyer un mail ou bien scanner la figure pour nous envoyer votre feedback. Alors, avant de clôturer, je vous partage le lien que nous appelons Guide des sociétés de Biafrica, qui est une documentation qui montre le tout des plateformes de Diafrica, les services et produits, comment accéder ces données. Je partage le lien dans le chat. Euh, euh, alors, aussi, notre site web, parce que le plus important, c'est notre site web, en est que tout est bien groupé. On a euh, nos, nos focus, nos, quoi, nos thématiques d'intérêt. Là, sur chaque thématique, vous pouvez identifier ce qui a été réalisé. C'est en anglais, mais vous pouvez changer de langue et travailler en français aussi. Veuillez jeter un coup d'œil. Les plateformes que nous avons sont bien détaillées ici. Si vous voulez aller, si notre plateforme de partage en ligne, c'est ici. On a des étapes à suivre. Si on a les ressources, on a les rapports qu'on a produits, on a euh, le tout, et on a des, des stories. Là, ce qui a été publié, on a des blogs qui montrent les avancées technologiques au sein de Diafrica. Là, vous pouvez avoir jeté un coup d'œil. Et enfin, si je retourne sur notre carte de Diafrica, par exemple, euh, j'allais vous montrer ce qu'on faisait avant sur le suivi des eaux de surface. J'espère que ça va aller. Ça ne va pas aller alors, je vais clôturer et vous dire que on va continuer à communiquer ensemble euh, et, et qu'on pourra peut-être dans le futur organiser une session, par exemple, pour notre... oui, pour notre plan d'eau ici. Donc, ça commence à venir. C'est pas assez rapide, ce n'est pas assez rapide. Je m'excuse. Le plus important est que je vous ai montré des ressources. Je vous ai indiqué le lien. Je pense qu'il nous faudra un jour organiser une session face à face qui pourra euh, nous aider à travailler thématique par thématique, comme je vous ai déjà montré. Et quelqu'un qui soit intéressé à l'agriculture, on peut travailler sur l'agriculture. Quelqu'un qui soit intéressé à les côtières, par exemple,
rétographie, occupation de terre, euh, euh, sol, eau de surface. On pourra travailler là-dessus ensemble. Et ainsi, je tiens à vous remercier. Et c'est le moment d'échange, questions, interventions. Euh, la parole revient à vous, monsieur, prof Ouedraogo. Merci beaucoup. Voilà, merci bien, Joseph. Voilà, en tout cas, pour cette belle présentation. Et merci bien à tous les participants qui ont pu se connecter. Voilà, je ne vais pas être trop long parce que je suis sur le terrain actuellement. Voilà, je pense que tout le monde présent en ligne, chacun au moins a eu son compte, que ce soit ceux qui travaillent dans le domaine de l'agriculture, des barrages, des mines, etc., etc. Voilà, les produits qui ont été présentés, c'est des produits qui vont dans tous les domaines. Donc, c'est l'occasion pour vous. J'espère que ce n'est que le début du commencement de notre collaboration avec Digital Earth Africa, l'Université de Fada et bien d'autres institutions aussi qui sont connectées en ligne aussi. Peut-être, voilà, on aura d'autres occasions. Mais avant tout, souvent, je partage souvent des liens à travers mon collègue Rodrix, qui n'est pas en ligne. J'ai vu une publication, voilà, une photo que je dois présenter du barrage de Compiègne. J'avais travaillé ça avec le collègue Rodrix Fautier dans notre laboratoire. Donc, c'est des produits qui sont très, très utiles et open source aussi, que les chercheurs, les doctorants pourront avoir. Donc, je vais laisser la parole à tous les participants qui veulent poser des questions d'éclaircissement. Voilà, pour qu'on puisse finir à temps et puis libérer notre conférence. Merci bien. Donc, merci, prof.